Salut, je m'appelle Anne-Sophie. J'ai 25 ans durant ce mois de novembre. J'étudie la psychologie clinique en Belgique et bienvenue dans Domaine Burnout. Ok, c'est allumé. Je pourrais grave accrocher le micro là, mais en fait j'aime bien le tenir. J'aime beaucoup tenir ce micro. Du coup, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'identification émotionnelle. Voilà, j'ai activé le tracking sur la caméra, comme ça si je bouge ma tête, c'est pas trop grave. Je sais pas si elles sont déjà sorties, mais en fait je pense pas. Mais dans des vidéos, à un moment donné, je vous parle des émotions, etc. Et je vous dis que j'adore ça et que ça fait partie des choses que j'aurais jamais pensé m'intéresser autant avant mon stage. En stage, je peux remarquer en fait que l'identification émotionnelle, c'est une compétence qui n'est pas acquise par la majorité des gens. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais jugé ça important. Alors que c'est vraiment une chose hyper importante en réalité. Identifier nos émotions, c'est souvent la première étape pour justement savoir les gérer. Parce que comment on pourrait gérer quelque chose dont déjà on ignore un peu l'existence, parce que beaucoup de gens ignorent leurs émotions, mais surtout comment gérer quelque chose qu'on ne sait même pas identifier et qu'on ne comprend pas. Donc voilà, c'est pour ça que je choisis de vous parler de l'identification émotionnelle, car c'est un sujet pour ma part que je trouve hyper important. Enfin, vous allez voir du coup ce que je vais vous dire ici. Alors, c'est une citation d'un article qui vient d'une de mes professeurs que j'ai eu en bac 1 et je savais pas du tout qu'elle avait sorti des articles dans ce sens-là. Je suis tombée dessus en faisant mes recherches. Dans l'article, elle dit « Ne pas savoir identifier ses émotions impacte négativement la santé mentale, la santé physique et les relations sociales selon les études scientifiques. » C'est une phrase qu'elle a dit en 2020 et qui est toujours hyper vraie aujourd'hui. On est qu'en 2024, bientôt 2025 et comme je vous ai dit, je pense que c'est un sujet vraiment que tout le monde devrait connaître, en tout cas un minimum. La base, et comme je vous ai dit, c'est très important, mais concrètement, pourquoi en fait c'est si important de savoir identifier ses émotions ? Les émotions sont des réponses physiologiques qui amènent un état interne passager. Ça a pour but de nous informer sur l'environnement et la situation dans laquelle nous nous trouvons. Elles vont engendrer chez nous soit un comportement qui sera adéquat ou non face à une situation extérieure, en clair une situation à laquelle on fait face. Mais attention, il ne faut pas confondre une émotion et un sentiment. C'est deux choses complètement différentes. Une émotion, c'est une réaction physiologique et physique à une situation. Il y a une manifestation interne en premier lieu qui va générer une réaction extérieure. Cette émotion, elle est provoquée par une réaction par rapport à la réalité auquel on fait face. Et quand je dis bien la réalité auquel on fait face, on part de notre propre perception de la réalité. On n'a pas une vision globale de la chose, donc on est vraiment par rapport à notre version de la réalité, pas celle de quelqu'un d'autre. Une émotion, ça dure un très court laps de temps également. Et c'est là la différence avec un sentiment, c'est qu'un sentiment, c'est déjà très subjectif un sentiment. Celui-ci en fait va durer beaucoup plus longtemps. À partir du moment où vous avez l'impression qu'une émotion, elle dure dans le temps, en fait c'est parce que c'est un sentiment qui lui est une composante de cette émotion. Je sais pas si vous me suivez jusque là. J'ai un peu la voix cassée, non ? J'ai l'impression. Et un sentiment, il va impliquer des fonctions cognitives. Là, vous pouvez par exemple vous interroger les fois où vous avez ressenti quelque chose ou si vous ressentez quelque chose actuellement. Est-ce que c'est une émotion ou un sentiment ? Si, on va dire si c'est direct. Parce que vraiment ça dure grand maximum, je pense. C'était quelques minutes, grand max, une émotion. Tandis qu'un sentiment, vraiment, ça peut durer une journée, 2 jours, 3 jours, plusieurs semaines. Voilà, c'est vraiment la différence et le sentiment, en fait, découle d'une émotion. Je vous ai vraiment fait là, en bref, tout ce que j'ai dit avant. Tout ça, ça vient d'une réaction psychologique et physique face à quelque chose. La façon dont on ressent les émotions, il y a une sorte de processus qui se met en place. Les émotions, en réalité, elles sont constituées de 3 parties. En premier lieu, on a ce qu'on appelle l'expérience subjective. Donc l'expérience que nous allons vivre, qui du coup est subjective. Imaginons qu'on ait plusieurs êtres humains à vivre la même situation, on va pas la vivre de la même manière. Par exemple, on va aller dans une maison hantée. Je pense à ça parce que c'était Halloween. Certaines personnes vont avoir super peur, mais d'autres personnes vont être mortes de rire. D'autres vont rire de stress. On réagit tous du coup d'une manière différente face à une situation. C'est pour ça qu'on emploie le mot vraiment expérience subjective. J'avoue, je me répète peut-être dans les explications, mais c'est pour être sûr que vous saisissez bien de quoi je parle. Ensuite, par rapport à cette expérience, on a la réponse physiologique. Donc la réaction physiologique, c'est une réaction face à cette expérience qui est complètement involontaire. On ne contrôle pas du tout cette réaction physiologique. Elle est générée par notre système nerveux autonome. On peut avoir par exemple des battements de cœur qui commencent à s'accélérer quand on est en situation de peur. Et ce qui fait que par exemple en situation de peur, la peur va du coup amener à la 3e étape de l'émotion qui est la réponse comportementale. Et par exemple dans cette réponse comportementale, si on prend toujours le fait d'avoir peur
avoir nos battements de cœur qui s'accélèrent. On va du coup avoir... Il y a 3 réactions souvent face à la peur, en tout cas en situation de danger. On a la fuite, donc la personne du coup elle va avoir de l'adrénaline pour pouvoir fuir, ce qui lui fait peur. On va passer en mode combat, si je peux dire, dans le sens on va avoir à nouveau de l'adrénaline pour combattre la chose qui nous fait peur. Et la troisième situation, enfin la troisième façon de réagir en cas de peur, en tout cas quand on se sent en danger, c'est la paralysie. On va être paralysé de peur. Dans ce cas-là, notre système en fait c'est comme si il était bloqué. Donc voilà, vous voyez c'est une réponse comportementale face à la peur, mais du coup tout a démarré de la situation qu'on vivait, qui est par exemple si je reprends la maison hantée. Donc le fait qu'on avait peur dans cette maison hantée, bah, ça a fait un battement de cœur extrêmement vite, qui du coup a déclenché dans notre système nerveux autonome une réaction qui peut être la fuite, le combat, là ou la paralysie. Voilà, et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Hein. Mais pour que vous compreniez bien, en fait, le cheminement qu'une émotion va faire en nous. Et c'est pour ça que ça dure très peu de temps. Hein. Genre le fait, par exemple, vous êtes face à une situation, vous ressentez quelque chose, vous réagissez. C'est extrêmement rapide. Je vais vous expliquer comment se passer une émotion. Mais voilà, nos émotions, si on les ressent, c'est qu'il y a un but. Les émotions sont pas là par hasard, parce qu'on pourrait se dire, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se disent que le plus facile, c'est de ne pas ressentir ces émotions. Parce que si on ne les ressent pas, en un sens, on peut contrôler ce qui se passe en nous. C'est pas vrai déjà. On peut pas contrôler tout ça. Le seul moyen, en un sens, d'avoir l'impression de contrôle sur ses émotions sans savoir les gérer, que je rappelle, c'est une compétence et c'est pas un acquis qu'on a dès la naissance, c'est de genre mettre un couvercle dessus. C'est en un sens de bloquer ses émotions. Sauf que quand on bloque ses émotions, elles vont revenir au galop. Mais je vous en parle plus tard dans la vidéo. Donc là, comme je vous disais, nos émotions ont un but. Et si vous avez vu le film Vice Versa, c'est quand même déjà pas mal indiqué dans ce film. Mais voilà, on a 6 émotions primaires. Ces 6 émotions primaires sont là avec nous depuis notre naissance. Elles sont pas toutes arrivées d'un coup, mais petit à petit. Comme vraiment dans le film Vice Versa, où au tout début, vous voyez qu'il y a joie qui apparaît, je pense puis tristesse, puis colère, puis dégoût, puis peur. Il en manque juste une en fait dans Vice Versa, parce que je pense qu'elle était trop compliquée à créer en un sens, où pouvait être confondue avec d'autres émotions. Mais voilà. Du coup, la première émotion dont je vais vous parler, c'est la peur. Il n'y a pas vraiment de choix de ma part dans l'ordre desquels je vais vous dire les émotions. C'est juste, c'est dans l'ordre que j'ai écrit. Vu que je vous ai parlé de la peur tantôt, en fait, bah voilà, je reviens sur la peur. Elle a pour objectif de mettre notre corps en alerte face à une situation nouvelle. Elle est vraiment juste là pour nous alerter et nous dire, ok, situation nouvelle, fais attention. On sait pas ce que c'est. Ça peut être dangereux, ça peut ne pas être dangereux, mais juste fais attention. Et par exemple, dans le cas de la peur, le mieux, c'est de ne pas refouler mais du coup de comprendre pourquoi on a peur. Parce que la peur est vraiment là comme système d'alarme. Elle va rester là tant qu'on n'est pas sûr de la situation, tant qu'on ne sait pas concrètement ce qui se passe, ou même tant on n'a pas décrété si la chose était un danger ou pas pour nous. Et justement, quand on a déterminé ça, c'est là que c'est important de ne pas confondre avec un sentiment, parce qu'après justement, les sentiments qui découlent de la peur sont l'anxiété, l'angoisse, et encore beaucoup d'autres. La peur reste là, comme je vous ai dit, en tant que système d'alarme pour nous prévenir et nous permettre d'identifier ce qu'il y a en face de nous. Ensuite, on a par exemple tristesse. Enfin, la tristesse. Pas tristesse de personnage, mais la tristesse. La tristesse, elle est là pour nous aider à prendre conscience que quelque chose nous manque, qu'on a perdu quelque chose, qu'on n'a pas atteint un objectif, ou que quelque chose, en tout cas, nous semble impossible à réaliser. En clair, la tristesse est vraiment là pour nous signaler que nous sommes tristes face à une situation. C'est vraiment bête à dire, en tout cas, nous sommes tristes face à une situation, mais elle est vraiment là pour nous faire réaliser que quelque chose ne va pas, et que quelque chose ne va pas dans le sens s'il nous la manque, on n'a pas atteint un objectif. Voilà, c'est important en fait d'avoir cette tristesse, parce qu'on pourrait pas se rendre compte forcément que quelque chose nous tenait à cœur si cette tristesse n'était pas là, parce que justement on ressentirait pas de tristesse quand la chose en question ne serait plus là. Et comme pour la peur, c'est important de ne pas confondre avec par exemple un état dépressif. Un état dépressif peut très souvent être associé à la tristesse. La tristesse, elle peut conduire à une pathologie quand elle dure dans le temps, qu'elle est beaucoup trop insistante, mais voilà, du coup comme je vous ai dit, c'est parce que ça s'est dirigé vers un sentiment qui a pu conduire à un état dépressif. Mais voilà, la tristesse du coup en tout cas elle nous sert à ça dans notre corps, et c'est important de l'accueillir, cette tristesse. Accepter qu'on est triste quelquefois, en fait c'est accepter que oui, quelque chose nous tenait à cœur et que cette chose n'est plus là maintenant. Voilà, c'est juste dans ce cas-là qu'on est triste, ou qu'une situation nous a déçus également. Après la déception, c'est pas un sentiment, mais vous avez capté. Je fais vraiment en très bref, j'essaye d'être le plus clair possible, mais je me rends compte que c'est un peu compliqué d'être clair, parce que en fait les sentiments, les émotions, c'est un sujet quand même qui peut être assez complexe. Moi ayant l'habitude de voir ce sujet-là, j'avoue que l'expliquer, ça reste compliqué. Voilà. Après, une autre émotion qui nous est vitale, c'est la colère. La colère, c'est une émotion quand même très ambivalente où, actuellement dans notre société, c'est très mal vu d'être en colère. Surtout chez les femmes. Chez les femmes, c'est très mal vu d'être en colère. Comme par exemple la tristesse est très mal vue chez les hommes. Ça, stéréotype lié au genre.
voilà, les hommes ne peuvent pas être tristes, les femmes ne peuvent pas être en colère. Ah, c'est un autre sujet. Mais voilà, la colère quand même reste très mal perçue dans notre société. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent qu'on se laisse envahir par la colère. Mais justement, pour moi, quand on se laisse envahir par la colère, c'est qu'on ne sait pas gérer notre colère comme n'importe quelle émotion. Elle nous envahit quelquefois. Et la colère, justement, elle est là pour nous dire qu'une situation ne nous convient pas et qu'il est impératif pour nous de la changer. Après, est-ce que c'est justifié ou non? C'est une autre question. Mais la colère, en tout cas, nous sert à ça. Le but de cette colère, c'est également qu'on puisse être intimidant et de pouvoir, par exemple, éloigner un danger potentiel de nous grâce à cette colère. Ce qui peut nous permettre également d'avoir de l'adrénaline et de faire face à certaines situations auxquelles on n'aurait pas pu s'en sortir sans cette colère. Mais quand cette colère nous submerge, justement, et qu'on perd le contrôle, c'est là que c'est problématique. Parce que justement, quand elle devient incontrôlable, ce n'est plus de la colère. C'est ce qu'on pourrait qualifier de rage ou d'impulsivité. Et c'est à partir de là que ça peut devenir pathologique. Justement, l'impulsivité, c'est un des critères de plusieurs pathologies, de plusieurs maladies mentales. C'est pour ça que c'est important en fait de savoir laisser venir ces émotions, comme la colère, qui du coup est vitale pour nous. Parce que si on ressent pas de colère, je sais pas si vous avez déjà vu l'épisode des Simpsons, mais je trouve cette image elle est très parlante. Ne jamais se mettre en colère. Par exemple pour Homer, vous savez qu'il commence à avoir des boules comme ça qui commencent à pousser dans le cou parce qu'il contient sa colère. Sauf que c'est très mauvais de contenir sa colère parce qu'il finit par exploser à la fin. Et on le dit clairement que s'il se met pas en colère, il va mourir. Je suis pas sûre que nous, êtres humains, si on ne se met jamais en colère dans nos deux vies, on finira par mourir. Mais en tout cas, ça nous créera un très gros problème parce que le jour où cette colère éclatera, ça peut être très dévastateur. Autant pour nous en tant qu'humains, parce que c'est une émotion quand même très intense, donc la ressentir d'un seul coup comme si elle explosait, ça peut être très douloureux, voire physiquement. Comme ça peut être dangereux du coup aussi également pour les gens qui sont autour de nous, ou objets autour de nous. N'oublions pas les pauvres objets qui se sont fait martyriser par des tonnes d'êtres humains suite à un épisode colérique. La colère du coup, émotion en tout cas très saine, on en a besoin, c'est un signalement comme les autres. Après, une émotion du coup un peu plus joyeuse, eh bien c'est la joie. Voilà, un peu plus joyeuse, la joie. Je commence à être un peu comme les boomers, non? Je vieillis, hein, les gars. Le rôle de la joie, du coup, est de principalement renforcer notre bien-être et nos liens sociaux. La joie aide beaucoup au niveau des liens sociaux. La joie va permettre à notre corps de produire de l'ocytocine, de la sérotonine et de la dopamine, qui sont des hormones, en tout cas, qui sont liées à ce qu'on appelle les hormones du bonheur. Et donc, ça améliore notre sentiment de bien-être. Et plus on est dans un état de bien-être, plus on va produire de ces hormones-là. Et donc, être en joie, être heureux. Voilà, donc ça nous importe. C'est un état, genre, vraiment très important pour nous. Sans cet état de bien-être, notre corps va passer dans une pathologie. Peut être, par exemple, un état dépressif. Parce que notre corps ne sera plus capable de produire ces hormones au bout d'un moment. C'est comme si une route était cassée et qu'il est impossible de la réparer. Jusqu'à ce qu'on fasse des thérapies, qu'on ait des petites aides médicamenteuses peut-être. Enfin voilà, c'est très compliqué. Et par exemple, plus on est joyeux, plus on est dans cet état de bien-être, plus cela va améliorer notre résistance mentale et donc notre capacité de résilience. La résilience, du coup, c'est la capacité à surmonter des chocs traumatiques. Plus on est joyeux, plus en fait notre capacité à résister à des chocs traumatiques sera puissante, on va dire. Donc la joie aussi, très important. Elles sont toutes très importantes, hein. Il n'y en a pas une moins importante que les autres. Mais c'est pour vous dire à quel point nos émotions sont vitales pour nous en tant qu'être humain. Et donc les bloquer, c'est un peu se me tirer une balle dans le pied. Une autre émotion qui est très importante chez nous, c'est le dégoût. Le dégoût me fait très rire parce qu'en fait maintenant, depuis que j'ai vu Vice Versa, en fait j'ai l'image du personnage d'égout en tête tout le temps. Donc voilà, ça me fait juste rire. Et en fait le dégoût est vraiment là pour nous rejeter quelque chose qui nous paraît dangereux pour notre santé ou qui aura un impact très négatif. Dans le sens, par exemple comme dans le film, il rejette les brocolis. Les brocolis paraît dangereux pour la santé de Riley, donc elle rejette le brocoli. Et je trouve ça très drôle en réalité. À la toute base, c'était surtout pour éloigner notre corps des poisons. Qu'on se dise, ok, ça a l'air dangereux pour notre santé, c'est un poison, berk, j'y touche pas. C'est ce qu'on pourrait appeler un mécanisme primaire de protection. Et la dernière émotion qui est vitale et qui n'est pas dans le film Vice Versa, c'est la surprise. La surprise, c'est une émotion dont j'en ai très peu entendu parler. Genre autant les 5 que je vous ai dit avant, j'en ai très longtemps entendu parler, que ce soit dans des films, dans des livres. Mais la surprise, on en parle souvent, genre pour faire une surprise, pour dire qu'on est surpris, etc. Mais concrètement, c'est quoi en fait l'émotion surprise? L'émotion surprise, en réalité, elle est neutre. Elle n'est pas comptée comme une émotion positive ou négative, on va dire, parce qu'elle peut être les deux. Et souvent, quand on a l'émotion de surprise, elle est suivie justement soit d'une émotion qui est dite positive, soit d'une émotion qui est dite négative. Et elle nous sert
d'état de vigilance en quelque sorte. Parce qu'on va être surpris, donc ça va nous permettre de rester en alerte. Parce que voilà, c'était un événement inattendu qui nous a en un sens fait un mini choc. On reste en état de vigilance. Et ça peut être autant une bonne surprise, comme je dis, qu'une mauvaise surprise. Donc voilà, la surprise, elle sert simplement à ça. Et dans notre cerveau, en fait, ça permet de dire qu'il faut une réaction immédiate. Que par exemple, le fait qu'on a été surpris, qu'on est en état de vigilance, ça veut dire qu'il faut réagir. Cette émotion permet à notre cerveau de se dire « Ok, je suis sur mes gardes, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis prêt. Je suis prêt à réagir. » Parce que des fois, on est surpris, mais on ne sait pas directement comment il faut réagir. Forcément, ça nous prend quelques secondes pour se dire « Ok, là, je suis en danger. Ok, là, il faut que je fuis. » Ou se dire, par exemple, imaginons que vous promenez, vous entendez un bruit qui ressemble à un coup de feu. Vous paniquez, en mode qu'est-ce qui se passe, vous êtes surpris. C'est pas un coup de feu, c'est une voiture, mais du coup vous êtes là occupé de vous dire ok, c'était juste une voiture, c'est bon, on peut recommencer à marcher. Ou je ne sais pas ce qui se passerait dans un état où il y a vraiment un coup de feu parce que je n'ai jamais eu ça, mais par exemple pour la voiture, je l'ai déjà eu, où j'ai été surprise par le bruit d'échappement, je pense que du pot d'échappement d'une voiture, qui m'a fait l'impression d'un coup de feu et qui m'a fait être en alerte directement en mode je fais quoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Le temps que mon cerveau analyse, je me suis rendu compte que en fait je m'étais déjà en un sens mis à l'abri sur le côté. Et donc voilà, maintenant que je vous ai parlé des émotions, on est déjà à 30 minutes de vidéo, pourquoi en fait c'est si important de les identifier, comme je vous ai dit par rapport à la citation du début. En fait, identifier nos émotions, c'est la première étape pour savoir les apaiser. Et pour faciliter cette identification émotionnelle, parce que je vous jure, c'est une compétence, c'est pas un acquis, c'est vraiment quelque chose qui doit se travailler. On ne connaît pas ses émotions directement. Une des premières choses qui peut nous aider à identifier nos émotions, c'est d'être ouvert à nos émotions et donc à se laisser vivre, en un sens. Je vous conseille pas de, si vous êtes en colère, tout casser autour de vous, mais par exemple, de laisser cette colère venir en vous afin d'essayer de la comprendre, de savoir pourquoi cette colère est là. Après, ça peut être trop difficile sur le moment, surtout quand vous n'êtes pas habitué. Mais être ouvert au fait de ressentir ses émotions, c'est déjà un premier pas en fait là-dedans. Parce que vous allez vous laisser, en un sens, pas envahir, j'ai pas envie de dire envahir, mais vous allez vous laisser vivre ces émotions. Et peut-être ça va être trop douloureux au départ, mais vous pouvez faire petit à petit. Et quand on dit petit à petit, c'est par exemple vous autoriser dans certaines situations à les ressentir. Par exemple, chez le psy. Chez le psy, vous êtes dans une pièce qui normalement est safe, où vous pouvez laisser aller vos émotions. Dans votre chambre, vous pouvez peut-être vous laisser aller également, peut-être dans d'autres pièces dont là je ne pense pas forcément, mais c'est les premières étapes. Être ouvert à ses émotions et se laisser les vivre. Une autre chose qui peut aider également à savoir identifier ses émotions, c'est avoir un vocabulaire émotionnel. Il en existe beaucoup sur internet qui sont déjà disponibles, mais plus vous aurez de mots pour décrire ce que vous ressentez, plus vous aurez de facilité à les identifier et à les nommer. En sachant nommer ce que vous ressentez, ça veut dire que vous avez su l'identifier. Ma phrase était peut-être pas correcte niveau français, mais c'est pas grave à ce stade, c'est vraiment pas grave. Et quand vous arrivez, on va dire que vous êtes d'accord de vous laisser vivre vos émotions, que vous commencez à avoir un petit lexique, et même si vous commencez à ne pas avoir de petit lexique, mais juste c'est ce qui peut vous aider. On peut dire qu'il y a 3 étapes qui peuvent vous aider aussi à identifier vos émotions. Une des premières étapes, c'est par exemple de vous demander est-ce que cette émotion est agréable ou désagréable? Est-ce que ce que je ressens là sur le moment même, est-ce que ça me fait me sentir bien ou pas bien? Est-ce qu'elle est associée à beaucoup d'énergie ou pas beaucoup d'énergie, pour savoir l'intensité de cette émotion. Et l'étape supérieure, c'est se demander qu'est-ce qui a déclenché cette émotion en vous. Qu'est-ce qui s'est passé autour de vous pour que cette émotion surgisse en vous. Parce que comme je dis, les émotions sont des réactions face à une situation qu'on est occupé de vivre. C'est ce qu'on appelle un dialogue intérieur. C'est beaucoup d'introspection sur soi de savoir identifier ses émotions. Et c'est pour ça que je dis bien que c'est une compétence. C'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se travaille à travers le temps. On ne naît pas en sachant identifier ses émotions. Certains d'entre nous ont des facilités comme d'autres ont des difficultés par rapport au milieu par exemple dans lequel ils ont grandi. À l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de choses qui sont chouettes à notre époque, c'est que l'éducation positive est occupée de ressortir. Perso, moi je la trouve très bonne cette éducation positive. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, comme beaucoup de gens croient, laisser l'enfant être roi. Ça non, laisser l'enfant être roi, c'est ce qu'on pourrait appeler même de l'éducation pas laxiste. Mais en clair, ça n'a rien à voir. Mais c'est une éducation où justement, on va développer cette capacité émotionnelle chez l'enfant et chez le parent. Parce que le parent, justement, pour savoir faire face à l'enfant, va lui-même devoir savoir gérer ses émotions, ou en tout cas les identifier, afin de pouvoir faire face à l'enfant sans que les émotions de l'adulte ne débordent sur l'enfant, et donc il pourra lui apprendre également à faire pareil à l'enfant, à lui dire ok, là tu n'es pas bien. Déjà, premièrement,
On va respirer, on va se calmer tous les deux. Et tu vas m'expliquer ce qu'il se passe. Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Souvent, un enfant en fait, est capable d'exprimer ça, il faut juste l'aider. Faut l'aider à quand même aller parce que voilà, il débute sa vie donc il n'est pas capable comme un adulte de faire face à beaucoup de choses. Mais voilà, c'est vraiment de l'introspection. Et si vous voulez un gros exemple, j'ai fait ça pour un cours de psychoéducation que j'ai donné l'an passé en stage à des adultes qui du coup étaient sur l'identification émotionnelle. Pour qu'ils aient une idée plus précise du discours intérieur qui pouvait se passer en eux quand ils commençaient à réfléchir à leurs émotions, j'ai fait un long exemple très détaillé de ce qui pouvait se passer. Et je vous avoue, je vais vous le lire parce que je le connais pas par cœur. Mais alors, ça fait « Je n'aime pas l'orage. Pourquoi je n'aime pas l'orage ? Je ne suis pas à l'aise quand il y a de l'orage. Pourquoi je ne suis pas à l'aise ? Où je serai le plus à l'aise quand il y a de l'orage ? À l'intérieur. Pourquoi à l'intérieur ? Car je suis à l'abri. Pourquoi être à l'abri me fait me sentir à l'aise ? Car l'orage ne peut pas me toucher, je suis en sécurité à l'intérieur. Donc dehors, je ne suis pas en sécurité, car l'orage pourrait me toucher. Je suis donc en insécurité dehors, mais l'entendre ne me rend pas à l'aise également. Cette insécurité, à quoi elle peut être liée ? À la peur. Ok, donc j'ai peur de l'orage. Pourquoi ai-je peur de l'orage ? Qu'est-ce qui me fait peur dans l'orage ? Est-ce que c'est le bruit du tonnerre ? Les éclairs ? J'ai peur de l'orage à cause du bruit. Mais pourquoi le bruit de l'orage me fait peur ? Est-ce que j'ai peur des gros bruits en général ou juste celui de l'orage ? En fait, j'ai peur des gros bruits en général. Pourquoi est-ce que j'ai peur des gros bruits en général ? D'où ça vient ? Depuis quand j'en ai peur ? Qu'est-ce qui un gros bruit m'évoque ? Dans quelle autre situation ai-je la même peur des gros bruits ? J'ai peur aussi quand les gens crient ou tapent sur les objets, car ça me rappelle les disputes de mes parents. Donc est-ce que j'ai peur des bruits de l'orage parce que je l'associe au souvenir de mes parents qui se disputaient et cassaient des objets ? Point d'interrogation. Donc voilà, c'est un exemple de dialogue intérieur qui peut avoir lieu. Je sais que quand je l'écris, j'ai quand même loupé... pas loupé. On peut dire, j'ai sauté des petites phrases quand même parce qu'il fallait que ça tienne sur une feuille. Mais voilà, c'est un exemple qui peut se passer en vous en réfléchissant à une émotion, enfin en tout cas à ce que vous ressentez par rapport à une situation. Comme là, l'exemple que j'ai mis, c'est la peur de l'orage. Pourquoi la personne avait peur de l'orage ? Qu'est-ce qui faisait qu'elle avait peur de ça ? Est-ce que c'était le bruit ? Est-ce que c'était la lumière ? Est-ce que c'était l'atmosphère dehors ? Je vous ai lu le petit discours intérieur qui peut se passer. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il en existe pas mal et tout le monde a des choses différentes. Mais c'est quand même fou qu'on pourrait se dire que, dans mon exemple par exemple, le bruit de l'orage a rappelé à la personne des souvenirs inconsciemment, parce que bien sûr ça lui vient pas en tête en mode... Mais c'est lié dans sa tête au fait que quand ses parents se disputaient, que des objets cassaient sur le sol, ça faisait des énormes gros bruits. Et donc la personne maintenant est apeurée par la plupart des gros bruits. Et l'orage, qui est un gros bruit, lui fait peur également. Voilà. L'une des dernières choses que je vais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est pourquoi c'est important de ne pas éviter ses émotions. Comme je vous ai dit, éviter ses émotions, on peut pas vraiment le faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de les couvrir, comme si c'était une casserole qui a été occupée de bouillir, vous pouvez mettre un couvercle dessus, mais au bout d'un moment, la casserole, elle va déborder, c'est tout ce qui va se passer. Elle va même peut-être exploser. J'ai déjà vu sur certaines vidéos des casseroles qui explosaient. Ça va faire qu'on va être face à une ingérence émotionnelle. Et quand nous, être humain, sommes face à une ingérence émotionnelle, on a plus vite tendance à recourir à de plus en plus de méthodes extrêmes pour essayer en un sens, de ne plus ressentir cette émotion. Souvent, ça peut mener à donc des addictions qui peuvent nous permettre du coup de couper court à nos émotions. Et en tout cas, moi, c'est ce à quoi j'ai fait face le plus souvent. C'est des personnes qui avaient eu recours à des addictions parce que ce qu'ils ressentaient était beaucoup trop fort pour eux. Et ils ne trouvaient pas d'autre alternative que de justement faire appel à ces substances, recouvrir ces émotions. Et c'est ce qui leur permettait d'être dans un état de bien-être selon eux. Mais ce qui faisait que sans cette substance, ils n'étaient plus dans cet état de bien-être. Et donc, sans cette substance, en fait, ils n'arrivaient plus à être bien, ce qui a créé du coup une dépendance par la suite et une addiction, etc. pour justement toujours échapper à ces émotions. Et les émotions devenaient tellement intenses. Plus ils échappaient à ces émotions, plus elles étaient intenses pour eux. Plus elles étaient intenses, plus ils étaient... Je sais plus si j'ai dit elle ou il. C'est pas grave, j'ai des problèmes de grammaire. Mais voilà pourquoi c'est très important de ne pas éviter ces émotions, en tout cas sur le long terme. Parce que quelquefois, éviter son émotion sur un court terme, on peut dire que ça peut être bénéfique. Dans le sens où on réagit pas tous de la même manière. On a des fois besoin de process. On a besoin de temps pour nous laisser avoir une émotion. Dans beaucoup de situations, ça peut être utile en fait, pendant un moment, d'éviter cette émotion. Pourquoi ? Parce qu'on ne se sent pas en sécurité de pouvoir la ressentir. Donc par exemple, il se passe quelque chose à la journée, je vais pas me mettre à pleurer au milieu d'un magasin. Parce que je me dis que déjà sociétalement parlant, ce n'est pas acceptable de se mettre à pleurer au milieu d'un magasin, que les gens vont juste trouver ça bizarre et que même nous, on sera pas forcément à l'aise de pleurer au milieu d'un magasin. Donc la personne va par exemple attendre d'être rentrée chez elle afin de se laisser aller à son émotion. Donc sur le moment même, elle va tout faire pour couper son émotion de tristesse afin de ne pas s'effondrer en plein milieu du magasin. Pour certains, ça peut être également le binge watching. Regarder une série
d'affilée, et surtout quand c'est une série qu'on connaît, ça peut être un moyen de ne pas faire face au sentiment de l'anxiété, qui du coup va nous permettre sur le moment de nous apaiser. Donc ça va reculer le moment de l'anxiété, mais ça peut nous permettre de le reculer jusqu'à être un moment apte à le ressentir. Sur un court terme, on peut dire que ça peut aider. Ça peut aider sur le moment même, enfin on va dire sur ce court terme-là. C'est sur du long terme en fait que ça devient très problématique. Mais au bout d'un moment en fait c'est simple. Vos émotions, elles vont juste déborder comme de cette casserole ou comme de l'eau qui serait derrière une porte. L'eau s'infiltre partout. Les émotions finissent toujours par ressurgir et plus on les évite, plus elles vont ressurgir de manière très violente. D'où le fait de savoir identifier ses émotions et de savoir les gérer. C'est un avantage pour nous parce que ça nous permet de, en un sens du coup, garder le contrôle. Mais pas garder dans le contrôle dans le sens de les contrôler, mais juste de par exemple reconnaître les signes avant-coureurs d'une certaine émotion. Par exemple, si la personne elle a peur de l'orage, elle sait très bien qu'elle doit vite aller, elle doit aller se mettre en sécurité, mais elle va reconnaître en fait les signes d'anxiété qui vont monter chez elle, les signes de peur. Et du coup, elle va savoir, en un sens, court-circuiter ce qui a pu la mettre dans cet état. Enfin bon, dans le cas d'un orage, on ne peut pas contrôler la météo, mais elle va pouvoir faire quelque chose, anticiper son émotion avant d'être dans cet état de peur où elle sera paralysée. Donc elle va par exemple pouvoir rentrer chez elle, elle va se mettre sous sa couette, elle va regarder un film, elle va mettre son casque, se prendre un bain, enfin voilà, elle va pouvoir faire toutes ces choses-là pour s'apaiser, pour ne pas laisser monter ce sentiment de peur qui va après découler peut-être de l'anxiété. Et elle va pouvoir peut-être court-circuiter ça avec des choses qui la rendent dans un état de bien-être. Et donc va pouvoir se mettre dans cet état de bien-être. Et peut-être que petit à petit, même la personne du coup ne va plus avoir peur de l'orage parce qu'elle aura tellement court-circuité en un sens ce sentiment qu'elle ressent quand il y a de l'orage par un autre, ce qui va faire que la joie va être associée donc à l'orage, petit à petit on va dire. Voilà. Je sais pas si ce que je vous ai dit était très clair, parce que comme je vous ai dit, c'est très compliqué à expliquer, parce que vu que j'ai l'habitude de ce sujet-là, l'expliquer, pour moi c'était un exercice quand même très, très difficile, parce que je me rends pas forcément compte du langage que j'emploie, qui pour moi est habituel, mais qui peut-être pour une autre personne n'est pas habituel. Et peut-être que je vous ai embrouillé plus qu'autre chose. Mais si je vous ai embrouillé plus qu'autre chose, y a pas de souci, mettez-le en commentaire, et moi je vous réponds sans problème. Peut-être que je ferai même une autre vidéo pour peut-être éclaircir ça. Mais voilà. Et sur ce, je pense qu'on va arrêter la vidéo là, parce que ça fait 45 minutes que personnellement je parle. Je ne sais pas combien de temps durera la vidéo, mais je pense que voilà, je vous ai donné déjà pas mal d'informations. Je vous mets des sources qui sont en description de vidéo, que vous pouvez aller consulter. C'est plus détaillé que ce que je vous ai dit là en vidéo. D'autres choses que je vous ai rajoutées sur la communication non violente, etc. Mais voilà, c'était juste un épisode pour vous dire pourquoi l'identification émotionnelle, c'est une compétence qui est très importante pour nous en tant qu'être humain et que je trouve que tout le monde devrait prendre connaissance. Travailler, ça peut être très dur d'y travailler, surtout tout seul. Après, c'est là que les psys peuvent aider. Les psys peuvent aider également à ça, et sûrement d'autres choses, mais là tout de suite je pense aux psys parce que voilà, c'est le domaine d'études dans lequel je suis. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime, à vous abonner, vous connaissez les trucs de YouTube. Et voilà, moi ça m'a fait très plaisir de tourner cette vidéo, je suis très contente de l'avoir fait honnêtement. Je suis très contente, je suis très fière de moi, et voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt, et moi je dois aller chez l'ophtalmo après cette vidéo. Voilà, salut!